à Guy Bouguet et à Nicolas Blin de nous rejoindre, et à vous de préparer vos questions, et donc pour pouvoir interagir avec nous. Et pendant que les micros se positionnent, que vous êtes là, j'ai posé moi la première question. Très bien. Bien là. Je demande la question de comment un groupe comme le LISA, une association comme France La Femme Sport peuvent travailler ensemble, peuvent aller plus loin. Pour rebondir sur la... C'est une excellente question et je dois souligner que j'ai apprécié les mots que tu as donnés à la fin de ta présentation. Écoute, je pense que nous, France Info Espoir, on est entre guillemets la voix des patients. On essaye d'extérioriser ce que ressentent les patients dans la vie quotidienne avec la maladie, dans leur parcours. On a une sensibilité effectivement qui n'est pas du tout la même que les médecins en règle générale. Et je pense que ma présentation tout à l'heure va aussi le souligner. La manière dont on peut travailler ensemble, vraiment, je pense qu'il y a ça. C'est d'une part peut-être ouvrir les yeux à une certaine sensibilité au groupe du LISA qui travaille principalement sur des problèmes, je dirais, technologiques, techniques ou médicaux purs. Il y a l'aspect social, l'aspect humain de la maladie, je pense qu'il peut être pris en compte à la fois par le LISA et par France Info Espoir. Je crois qu'on peut faire un travail joint là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que le travail avec le LISA, ça fait quoi? Ça fait la 3e année qu'on se joint aux journées du LISA pour faire notre colloque. On est au début d'une relation. Je pense que ça va évoluer, comme le rôle des associations de toute manière évolue. Je veux dire, quand on regarde l'évolution de France Info Espoir entre il y a 12 ans et aujourd'hui, il y a 12 ans, on était plutôt sur l'éducation, la formation, qu'on fait toujours, mais on fait aussi maintenant une grande part de plaidoyer. On représente l'intérêt des patients auprès des autorités de santé pour de l'accès aux molécules, pour des services aussi. Et puis, on est aussi le relais vers des problématiques que nous, on peut voir auprès des médecins et des groupes coopérateurs. Oui, je pense que c'est un dialogue qui est permanent. Et comme dans tout dialogue, on a le droit d'être d'accord et on a le droit aussi de temps en temps de ne pas être d'accord. Il y a des fois avec Guy, on n'est pas forcément d'accord. D'ailleurs, ça me rappelle que je dois te payer un coup après la réunion. Mais quand je dis désaccord, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire la même chose. Ça veut dire que Guy dit très bien, il est porteur et vous êtes porteur d'une parole de patient. Nous sommes porteurs non pas d'une parole de médecin qui se perd dans le patient, mais où nous avons aussi une recherche qui est sans doute un peu plus basée sur une connaissance scientifique plus que sur une connaissance sociale ou sociétale. Parce que ce sont des thématiques qui sont moins abordées dans la formation médicale ou dans la formation scientifique et que le groupe, par son historique, s'est bâti autour des essais cliniques. Ça ne veut pas dire qu'on ne le considère pas. Moi, je consulte tous les jours. Nicolas voit des patients tous les jours. Donc, on est en contact avec le ressenti du patient, qui d'ailleurs peut ne pas être aussi dans l'association. C'est complètement différent. Mais on a besoin de discuter. Surtout, je pense qu'il faut qu'on ait le même discours. Il n'y a rien de plus grave que d'entendre deux discours différents, notamment au niveau des autorités. On peut avoir des priorités qui ne sont pas les mêmes. On peut se dire, moi, en numéro 1, je mettrais ça, et Guy Dumont, en numéro 1, je mettrais plutôt ça. Ce n'est pas un problème. Mais on pagaille et on rame dans le même sens. Et le bateau doit avancer avec notre vitesse commune. Les exemples sont multiples, qu'ils soient de l'accessibilité aux médicaments, à l'accès à l'information médicale. Je veux dire, il n'y a pas un médecin en 2018 qui vous dira non, ça c'est du savoir médical, je ne vois pas pourquoi, je ne vous l'expliquerai pas. Enfin, ça c'est un discours du 19 ou du 20e siècle, peut-être que ça existe encore, mais bon, ça c'est pas le... On ne sait pas qu'on ne veut pas donner de l'information ou qu'on n'est pas, ou qu'on veut garder des choses pour nous. C'est que parfois on est pris en otage entre la communication des médias, l'envie des patients et une réalité scientifique qu'on peut savoir différent ou autre, et qu'on sait que pour l'instant c'est pas mature et qu'il y a besoin d'attendre des résultats. De temps en temps on va arriver des patients en consultation, vous n'avez pas vu la dernière publication de l'équipe de je sais pas où qui a montré je sais pas quoi et que j'ai lu dans Top Santé.
Je peux comprendre, mais il faut voir que derrière, maintenant, on a besoin d'un autre temps. Alors évidemment, FLE, ce n'est pas ce type d'association, et c'est aussi pour ça qu'on a ce dialogue-là, parce qu'on a affaire à des gens qui ont une vision structurée, organisée, avec une écoute scientifique et une envie de comprendre. Et ça, c'est important, parce qu'on a affaire à un dialogue qui est constructif. Donc voilà, on travaille ensemble. Guy est venu aux journées, présenter des résultats d'études que vous avez faites. Moi, je suis là aujourd'hui pour discuter et je pense que ça montre déjà le fait que nous sommes des associations qui avons un intérêt commun et une méthodologie globalement commune. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, des réactions dans la salle. Sinon, j'ai envie de... S'il n'y en a pas tout de suite... Si, voilà, au milieu. Moi, j'avais une question très terre-à-terre et pratico-pratique aussi bien pour le professeur Gouil que pour le docteur Blin. Quand on est impliqué, comme vous l'êtes, dans la recherche, et vous êtes également clinicien, comment on partage son temps entre la recherche et les patients? Beaucoup une question pour moi. Bon, Nicolas et moi, vous l'avez compris, on travaille dans la même équipe. On est 14 hématologues. Dans le service d'hématologie du CHU de Nantes, donc celui que je connais le mieux, nous sommes 3 professeurs d'hématologie, moi, le professeur Moreau et le professeur Chevalier. Moi, mon activité, elle est sur le soin, dans la partie consultation, et je suis en charge d'une unité. Mais j'ai des gens qui travaillent avec moi. Nicolas travaille à l'hôpital de jour, et le docteur Gastine qui travaille aussi avec moi, le docteur Touzeau. Ce sont des gens qui vont voir les patients au quotidien. Je ne vois pas les patients au quotidien. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème à le dire, parce que derrière, il y a des équipes qui travaillent très bien. Je veux dire, Nicolas, il n'a pas besoin de Steven Le Gouil sur son dos pour lui dire ce qu'il y a à faire. C'est un grand garçon, il fait ça très bien tout seul. Nous, ce qu'on a besoin dans l'équipe, enfin tu me contrediras, Nicolas, c'est de discuter ensemble. C'est-à-dire qu'on est une équipe. Une équipe, moi je suis un grand fanat de rugby, donc la notion d'équipe, elle est essentielle. C'est-à-dire que chacun doit savoir ce qu'il fait, où il soit faire, et qu'il connaisse sa limite et le besoin de discuter. Et nous, on se voit très régulièrement, on mange ensemble quasiment tous les midis, et on discute de dossiers comme ça. Après, oui, moi je passe du temps en recherche, c'est-à-dire au laboratoire, à l'INSERM, avec les collègues. Je fais de l'enseignement, je vais voir les discussions aussi avec les laboratoires ou au congrès. Et c'est ma fonction dans l'équipe de faire ça. Et d'être présent, je consulte, rassurez-vous, je vois des patients, je consulte. Mais après, derrière, ce que je fais est impossible à faire si derrière, il n'y a pas une équipe médicale. J'espère que Nicolas va vous dire que ce qu'il fait, il n'est pas possible s'il n'y a pas moi. Mais ça nous permet d'être à la pointe. Voilà, on est en équipe, on se partage. Nicolas a un temps plus clinique, mais je vais le laisser répondre pour lui. Oui, complètement. Je rejoins complètement Stéphane sur le fait que je ne pense pas qu'on puisse travailler actuellement, compte tenu de l'évolution des innovations thérapeutiques, notamment en médecine, de la recherche clinique et de la recherche un peu plus fondamentale, quand on n'est pas en équipe. Chacun a un rôle dans une équipe. Stéphane, effectivement, a un rôle qui est complètement différent du mien, c'est-à-dire qu'on est tous les deux médecins, on a tous les deux fait des études de médecine. Après, Stéphane, effectivement, il est professeur des universités, professeur d'hématologie, et donc il a poussé plus loin que moi sa formation scientifique. Et donc, il travaille sur une certaine quantité de nombre d'heures par semaine directement avec le laboratoire de recherche, donc de recherche plus fondamentale. Ça c'est un travail qu'il a choisi, qui l'intéresse et qui est absolument essentiel. Je vous en parlais un petit peu dans le diaporama tout à l'heure. La communication et les relations entre la recherche fondamentale et l'application clinique, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et chacun, en fait, a son rôle à jouer. Et dans une équipe comme la nôtre, effectivement, il y a le professeur Le Gouil, le professeur Moreau et le professeur Chevalier qui ont ce rôle d'articulation, en fait, un petit peu plus sur la recherche plus fondamentale et l'application clinique. Nous, qui sommes plus cliniciens et qui voyons les patients au quotidien, mais qui également proposons les protocoles essais cliniques, suivons les patients dans les protocoles essais cliniques. Et donc chacun vraiment a son rôle. Et à partir du moment où chacun est à sa place, joue son rôle, c'est là qu'en fait que ça marche, mais c'est vrai partout. Enfin, je pense que dans une boîte, n'importe quelle boîte industrielle, etc., il y a le PDG, il y a le DRH, il y a le responsable de l'innovation, etc. Et à partir du moment où chacun est à sa place et chacun trouve son compte, c'est là que ça marche, globalement. Et ça, c'est évidemment dans l'intérêt des patients. Et il faut, pour être présent, il faut être présent évidemment sur la partie recherche, sur la partie enseignement, sur la partie soins. Et c'est nos 3 missions d'un CHU, c'est enseignement, soins, recherche. De toute façon, c'est clairement ça. Et donc chacun, Stéphane est plus impliqué dans la partie enseignement-recherche, moi plus dans la partie soins. Et je pense que ça s'articule bien comme ça. Et à partir du moment où chacun trouve sa place, je pense que c'est le mode de fonctionnement de nos équipes. Et je trouve que chacun y trouve son compte dans l'intérêt des patients. Alors d'abord au milieu, d'abord au fond.
Allez-y. Bonjour, je ne suis pas médecin, mais j'aurais voulu savoir, y a-t-il un lien entre la lymphe et physiologiquement et la biopsie de la gorge en cas de tabac? Vous savez, biopsie De la gorge, hein, c'est ça, en cas de tabac? En cas de cancer. Alors, je ne sais pas entre si... la lymphe, je pense que le système lymphatique, c'est plutôt les pieds, les jambes, non? Non, en fait, le système lymphatique, c'est un système qui globalement est présent dans tout l'organisme, hein, de la tête aux pieds. C'est un système en fait de migration des cellules du système immunitaire entre les différents relais qui sont les ganglions. Et donc dans les lymphomes, et de façon générale, les lymphomes, ça touche le système lymphoïde, hein, que ce soit les ganglions, que ce soit la rate ou que ce soit le tissu lymphoïde de façon générale. Et quand on parlait de biopsie tout à l'heure, qui reste indispensable au diagnostic de lymphome, on va faire une biopsie de ganglions ou éventuellement un prélèvement d'un organe qui est atteint potentiellement par le lymphome. Et donc la lymphe, c'est un système de migration des cellules lymphatiques. Et c'est un mode de dissémination. Les lymphomes sont souvent des maladies disséminées. Et la dissémination peut se faire de différentes façons, mais ça peut notamment se faire par le système lymphatique. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Alors il y avait une question en haut à droite. Oui, bonjour. J'ai bien entendu votre exposé. Je trouve cette journée très intéressante. Mais dans le triptyque que vous avez présenté, qui est la recherche, le soin et... ça y est, j'ai déjà oublié. L'enseignement. L'enseignement, merci. Ça concerne le milieu médical, le patient, et il manque l'entourage du patient, l'accompagnement, la vulgarisation, l'information, la communication. C'est une maladie qui est peu connue. Enfin, moi, je l'ai découverte brutalement. Et je trouve que l'accompagnement et la vulgarisation est encore déficitaire. Je vous rejoins hein, dans votre analyse. Par contre, je pense, alors j'ai peut-être tort, qu'on n'en est pas, nous, en tout cas de notre côté, responsables autant qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétention de notre part d'un savoir qu'on voudrait garder à un endroit et que parce qu'il n'y aurait que nous qui pourrions le comprendre, qu'on ne veut pas le disséminer à droite à gauche. La vulgarisation à travers les médias aide un petit peu à tout ça, avec tous les effets secondaires, c'est-à-dire de partir un peu dans tous les sens. On en est bien conscient. C'est une réponse nantaise à votre question, et vous n'êtes pas tous nantais, mais nous avons créé avec nos collègues de La Roche-sur-Yon au CHU de Nantes un consortium qui s'appelle l'EMA et qui a pour vocation d'apporter des réponses à nos patients. À Nantes, à La Roche-sur-Yon, dans le 44, le 85. On va créer un site internet qui va s'ouvrir bientôt, qui est à destination purement territoriale, où on va mettre à disposition des informations sur la maladie, même sur nous. Vous voyez, rapidement des petits CV, qui on est, qui est le docteur Blin, si je vois demain et que je n'ai jamais vu, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, c'est quoi ceci, cela, c'est une maladie donnée par nous. Donc voilà, on a un site internet à l'hôpital sur lequel on met de l'information. Vous pourrez même voir un petit film qu'on a fait sur l'autogreffe. On vient de faire des films sur qu'est-ce que la recherche clinique, phase 1, 2, phase 2, phase 3. Donc il ne faut pas croire qu'on cherche, en tout cas de notre côté, à garder de l'info, et FLE, c'est tout le contraire, c'est même leur objectif de disséminer de l'information. Après, on est dans un monde compliqué où une information suit une autre information, où voilà, le cancer du sein un jour va faire la une, le lendemain matin, ça sera un attentat je ne sais pas où. Et je pense qu'on peut trouver de l'information assez facilement. Nous, en consultation, on peut en donner. On peut nous reprocher en effet de ne pas prendre assez de temps pour expliquer. Moi, je vous répondrai que j'ai peut-être pas assez de moyens pour expliquer, c'est-à-dire d'infirmières relais, de personnes psychologues ou autres. Moi, je ne demande que ça. Hein, voilà. Maintenant, il y a une réalité qui est la réalité aussi économique, qu'elle soit de la CHU ou ailleurs. Si nous, demain, on sponsorise, on arrive à trouver les moyens d'avoir, peut-être en avoir d'infirmières de coordination pour appeler les gens, expliquer, très très bien. Très honnêtement, après, on ne peut pas passer sur un temps de consultation 2 heures avec un patient à expliquer. Ça peut vous choquer, hein, ce que je dis, je comprends bien. Le tout, c'est qu'il faut prendre un temps dédié à ça. On ne peut pas le faire tout de suite, il faut se dire, on va prendre tant d'heures et on va expliquer. Et pour le faire aussi au quotidien, parfois, on a besoin de patients et de familles relais dans la famille. C'est-à-dire de gens qui, au niveau de la famille, puissent donner de l'information, parce qu'on ne peut pas non plus le dire aux fils, aux frères, et faire 20 fois. Donc il y a des moyens à trouver, mais je pense qu'on arrive à trouver de l'information intelligente actuellement, si on va sur les bons endroits.
C'est là où, en attendant d'avoir ces infirmières de coordination qui sont un peu remises, le rôle des associations Oui. est là. Moi, je voudrais juste rebondir clairement sur la question qui a été posée, qui était l'accompagnement du proche. Effectivement, c'est une problématique, et vous le verrez tout à l'heure, sans dévoiler ma présentation qui va suivre. C'est un point qu'on a relevé et sur lequel on aimerait faire, enfin, on fait des recommandations, mais c'est clairement ce soutien qui est primordial pour le patient. Il est généralement dans le parcours du soin, il est un peu oublié. C'est pas une question d'information, c'est une question de suivi réellement. Ouais. Une question au milieu. Ah, d'abord à gauche. Question assez différente. Comment se fait le transfert, ou va se faire le transfert des AMM d'un pays à un autre, ou d'un continent à un autre? Autrement dit, vous menez des essais cliniques qui sont susceptibles de faire sortir un nouveau médicament, mettons approuvé en France. Comment peut-il être utilisé immédiatement aux États-Unis? Inversement, vous mentionniez tout à l'heure un médicament qui a une AMM aux États-Unis. Est-ce qu'il peut arriver en Europe immédiatement? Alors, c'est une très bonne question. C'est un grand sujet de débat. C'est assez complexe. Comme vous le savez, sans forcément trop rentrer dans les détails, si on compare les États-Unis et l'Europe, on fonctionne avec des agences réglementaires. Donc pour l'Europe, on a une agence réglementaire commune qui s'appelle l'EMA, le European Medicines Agency, et la contrepartie aux États-Unis s'appelle la FDA, la Food and Drug Administration. Les deux sont totalement dépendantes l'une de l'autre. À savoir que à partir du moment où une firme pharmaceutique qui a mené des essais, quel qu'il soit, souhaite avoir une AMM, en fait, il doit déposer un dossier d'AMM auprès de ces agences réglementaires. Et donc, il est libre de déposer à l'agence réglementaire dans laquelle il souhaite, donc soit la FDA, soit le MEA. Sachant que les critères, en fait, ne sont pas toujours exactement les mêmes entre ces deux agences réglementaires. Et pour l'Europe, la particularité, c'est que au sein de l'Union européenne, il y a, une fois qu'on a une AMM qui est donnée par le MEA pour l'ensemble de l'Union européenne, après chaque pays va définir notamment un niveau de remboursement. Et pour la France, il y a une entité qui s'appelle la Commission de transparence, et qui va statuer elle-même, malgré le fait d'avoir une AMM européenne donnée par le MEA, elle va statuer sur la pertinence de cette indication par rapport aux autres indications qui existent déjà et aux autres médicaments qui sont déjà disponibles sur le marché. Et en fonction de ce niveau de pertinence, elle va définir un niveau de remboursement, en fonction de ce qu'ils appellent l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu. Ça va de 1 à 5. Alors on parlait du rituximab tout à l'heure dans les lymphomes diffus à grande cellule B. Ça a été un ASMR de niveau 1, c'est-à-dire une amélioration majeure. Donc là, dans ces cas-là, évidemment, le médicament va tout de suite être remboursé et il va être accessible de façon très très rapide. Pour des molécules qui sont peut-être qui améliorent peut-être un petit peu moins le quotidien des patients ou avec des résultats moins spectaculaires, eh bien les ASMR vont être moindres, voire que ce soit ASMR 4 ou ASMR 5. Et là, dans ces cas-là, le produit peut ne pas être remboursé, ou alors remboursé à des niveaux qui vont conduire à des négociations quelquefois très longues entre la firme pharmaceutique et les autorités de santé. Et ça, nous médecins, alors on n'est pas économistes de la santé, je pense ni Steven ni moi, c'est assez opaque par certains aspects, et ce qui peut faire qu'il y a certains médicaments actuellement qui ont des AMM, pas forcément dans le domaine du lymphome, mais dans d'autres maladies en hématologie, et pour lesquelles on n'a pas de remboursement. C'est-à-dire qu'il y a une AMM européenne, officiellement, le médicament est indiqué formellement, mais en France, on ne peut pas avoir de remboursement du médicament. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prescrire le médicament faute de remboursement. Et il y a des médicaments qui sont dans cette situation-là depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, etc. Alors que ces mêmes médicaments sont remboursés en Allemagne, en Italie, en Espagne et a fortiori aux États-Unis. Il faut bien séparer la situation européenne de la situation américaine. Dans ce que vous expliquez, Nicolas, dans le process, il y a l'autorisation de mise sur le marché et il y a la décision du prix. Tant qu'un médicament n'a pas de prix, il est facile de dire que vous ne pouvez pas l'acheter. Il n'a pas de prix. Ça ne veut pas dire que ça vaut une fortune, ça veut juste dire que personne n'a dit ça vaut tant la boîte. Alors, à partir du moment où on ne sait pas combien coûte la boîte, vous comprendrez que personne ne peut l'acheter. Or, il est autorisé. Ça, c'est la situation européenne, avec des différences. Alors, encore une fois, on peut critiquer tout ce qu'on veut, moi, j'y suis absolument pour rien, donc je ne suis pas responsable. Et vous me dites, l'une AMM américaine pourrait être transposée en France. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Aux États-Unis, la FDA dit ce médicament est autorisé. Maintenant, c'est la firme qui fixe le prix. Donc à partir de là, elle fait ce qu'elle veut, la firme.
Soit votre assurance, si vous êtes américain, rembourse ou a discuté avec la firme pour payer le prix voilà, dont on a parlé tout à l'heure, et je suppose qu'on abordera si ce produit-là a des carticelles, c'est 800 000 $ le prix de l'infusion. Parce que la boîte, elle estime qu'elle veut 800 000 $ pour une infusion, pour une injection. Et à partir de là, vous achetez ou vous achetez pas. C'est le système américain. Hein, on peut vous vendre une voiture à 40 000 €, on peut vous la vendre à 500 000. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. L'exemple, évidemment, ce n'est pas la même chose qu'une voiture, qu'un médicament, je l'entends bien. Mais il n'y aura jamais de transposition d'une AMM américaine en France à cause de ça. Le système, j'ai mangé hier soir avec des collègues qui venaient de Seattle pour la conférence. Leur système, pour nous, est complètement ubuesque, mais même pour eux, parfois. Donc, dire quand un médicament ou une AMM aux États-Unis, quand pourront-on avoir une AMM en France? Je dirais que ce n'est même pas le problème de l'AMM. Le problème, il est juste sur le remboursement et sur le mode de remboursement. Ou alors, on dit on vit au système américain. On paiera le prix que voudra la boîte. Ce n'est pas le système français, c'est le système d'aucun pays européen, et c'est même le système d'aucun pays au monde, excepté les États-Unis, qui sont une exception mondiale dans le système du médicament. La France dépense environ 10 à 11% de son PIB dans la santé. Les États-Unis dépensent 20% de leur PIB. Et la durée de vie des Américains diminue. Donc, il n'y a aucun lien entre le prix et l'efficacité. Il faut bien avoir ça en tête. Donc, voilà, pour moi, le problème, il est dans la deuxième partie de ce que racontait Nicolas. Comment se fait-il que pour une même autorisation européenne, il faille voir autant de différences en application clinique entre un pays de la communauté européenne et un autre? Pourquoi faut-il, à chaque fois que l'on décide quelque chose à un échelon, qu'il faille qu'il y ait un échelon N-1, -2, -3, -4, -5 qui donne son avis sur tout et tout le temps? Il est là le problème. Et actuellement, le problème, c'est ce que vient de dire Nicolas, c'est le prix du médicament. Si on n'a pas de prix, on n'achète pas. Et voilà, donc on vous donne une autorisation d'acheter quelque chose qui n'a pas de prix. Bon, vous êtes directeur d'un hôpital, vous ne pouvez pas l'acheter, ça n'a pas de prix. Et je ne défends pas ça, hein, je suis pas du tout. Je vous expose le problème. Hein, vous avez bien compris que nous sommes dans la même situation que n'importe quel autre centre. Voilà. Ça conduit au fait, pour terminer avec ce problème de prix, c'est que le prix du même médicament est différent d'un pays européen à l'autre. On parle du Revlimid par exemple. Alors encore une fois, il n'a pas des mêmes dans lymphome, mais dans d'autres maladies. Le prix n'est pas le même en Allemagne et en France. Alors après, c'est très opaque ça, parce que derrière, il y a des négociations compliquées. Le prix du médicament, c'est toute une affaire. Hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le prix du médicament pourrait être l'enjeu d'un colloque entier. Je pense et nous ne serions pas forcément les plus pertinents à commenter. Il en faudrait en tout cas plusieurs professionnels de différentes sortes. Pour les 5 dernières minutes qui restent, je propose de faire des questions rapides et réponses rapides pour en avoir un maximum. Monsieur au milieu, vous aviez le micro. Voilà. Bonsoir, merci à Stéphane et Nicolas d'expliquer clairement à des profanes comme nous des choses compliquées. Moi, la question, c'était de savoir si il existe, vous allez me dire sûrement Nantes, et je vous crois, un pôle de référence au niveau des lymphomes. Est-ce qu'il y a un hôpital de référence en France? Et comment se décide le protocole qui va être admis? Est-ce que c'est à un niveau national, en tel type de lymphome, ça va être ça, ou alors est-ce que c'est vraiment du cas par cas, hôpitaux par hôpitaux? Non, il n'y a pas un centre qui fait référence. Tous les centres hospitalo-universitaires, c'est le milieu que je connais le plus, c'est le service public, parce que je travaille dans le service public comme Nicolas. Les centres qui ont un médecin hématologue, et en espérant qu'il n'est pas tout seul ou qu'ils sont un peu plus de deux, ont la capacité évidemment à gérer ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. La répartition des protocoles, c'est différent. Que ce soit un protocole industriel, c'est-à-dire l'industrie ou le laboratoire mène sa propre étude pour son médicament. Donc, en fait, en général, lui va choisir des centres. Il va dire, je vais travailler avec Nantes, Strasbourg, Lille, Lyon. Voilà. Parce que je sais que dans ces centres-là, pour des raisons historiques, j'ai bien travaillé, je connais les gens et je fais ça. Et il est libre. Il est libre de faire comme il veut. Et puis, il y a les essais, par exemple, du groupe LISA, comme on vient de parler. Donc là, c'est différent. Nous, notre philosophie, elle est de pouvoir offrir à un maximum de patients. Donc, on va toujours essayer d'ouvrir un maximum de centres. Pour les phases les plus faciles, on peut ouvrir partout. Mais plus l'essai devient complexe, plus vous êtes obligé de monter vers des équipes qui ont des niveaux de complexité et de vous centraliser. Pour le plus complexe, qui sont les essais de phase 1, les premières administrations chez l'homme, par exemple, là, on est évidemment dans beaucoup plus de technicité, non pas dans les diplômes des médecins, mais dans les équipes qui les accompagnent. Derrière, on a plus d'infirmières dédiées à ça, on a plus d'attachés de recherche clinique, on a plus de moyens,
y compris technologiques. Donc là, on va être restreint à un nombre de centres qui, très souvent, sont des centres qui ont été labellisés par l'INCa à travers un programme qui s'appelle CLIP, qui veut dire Centre labellisé d'investigation phase précoce, dont, en effet, nous faisons partie, mais nous ne sommes pas les seuls. Nos collègues rennais en font partie, les Bordelais, Montpellier, Toulouse, donc vous voyez, il n'y a pas que nous, qui ont eu l'autorisation de l'INCa, ou le label, ça serait plus exact, le label de l'INCa, comme étant un centre expert dans les phases précoces dans un domaine donné. Donc c'est une pyramide avec des essais relativement simples qui peuvent être faits sur des centres qui n'ont pas besoin d'un grand niveau de technicité, même si de plus en plus ça en demande, vers des choses beaucoup plus compliquées. Et nous, dans le groupe, nous choisissons les centres à ouvrir. C'est-à-dire on va dire, on va ouvrir là, là, là et là, parce que là, on sait que ça va être fait, on sait qu'ils ont le recrutement, mais on ne va pas ouvrir là, trop compliqué, une équipe qui n'est pas encore prête à ça, qui n'a pas non plus l'objectif. Enfin, le but de faire des phases précoces ou des choses complexes, clairement, pour moi, c'est le rôle des CHU. C'est le rôle des CHU de faire les phases cliniques de phase précoce et phase 1. Il est illusoire de croire qu'en France, on aura un centre de phase précoce à 5 mètres de chez soi, quoi. C'est juste pas possible. Donc il faut une couverture territoriale, et c'est le rôle des CHU d'organiser la couverture territoriale du service public, en tout cas. En haut à droite. Oui. Bonjour. Je voulais rapidement remercier les médecins d'être là, de donner de leur temps. Remercier Guy pour son engagement depuis 10 ans aussi. Et par rapport à tout ce qui est en train de se faire autour du soin en partage, de cette relation patient-médecin qui est en train d'évoluer, je me posais la question, j'ai vu ça dans le cancer du sein, il y a une plateforme collaborative qui existe où nous, patients ou anciens patients, on peut s'inscrire et dire qu'on est d'accord d'être mis en relation avec des médecins qui sont sur le point de faire une recherche et qui sont en recherche de patients ou d'anciens patients. Je voudrais savoir si pour vous, ça pourrait avoir un sens, par exemple, dans le cadre du LISA. Alors peut-être pas, parce qu'on est en recherche clinique pure. Alors je ne sais pas si vous avez du mal à trouver des gens ou pas. Je pense que peut-être ça concerne plus des recherches en sciences humaines ou sociétales. Et Guy, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé dans le cadre d'Aurélie, l'étape suivante qui serait une plateforme collaborative où nous, on peut s'inscrire en disant « je suis d'accord d'être contacté par un médecin si je corresponds à ce qu'il recherche, et après à dire oui ou non, mais en tout cas, voilà. » Je ne suis pas sûr de saisir, je laisserai Guy répondre pour sa partie. Après, les outils, comme celui qui vient d'être présenté là, permettent aux patients de savoir qu'il y a un essai qui peut leur correspondre à un endroit et à un contact. Alors, ce n'est pas la seule, l'INCa a fait aussi ou en tout cas, ils essayent de monter, je ne sais pas où ils en sont là-dessus. Je ne suis pas sûr de saisir sur quel mode vous voudriez pouvoir nous interpeller, sur quel type de recherche. Je dirais que d'une manière générale, nous, on est là pour répondre aux besoins de santé de la population et de proposer des solutions, qu'elles soient thérapeutiques. Alors après, si c'est des recherches sociétales ou d'environnement ou de qualité de vie ou autre, si on n'a pas d'équipe ou de thématique là-dessus, on ne peut pas lancer ce genre de programme. Je pense que c'est l'objectif de la plateforme que tu as montée, là, non ? Pas vraiment dans un premier temps, mais je vois très bien ce que... Ça s'appelle les sentinelles pour le cancer. Oui, voilà, je vois très bien ce que vous demandez, mais en fait, j'imagine qu'effectivement, c'est une démarche inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas les médecins qui proposent, c'est les patients qui proposent. Un patient va s'inscrire sur cette base de données, dire voilà, moi j'ai les critères tac, tac, tac. Si vous cherchez un patient qui a ces critères-là, c'est pas ça. C'est ça. Le patient n'est pas du tout, bien entendu, à l'origine de la recherche. Il est juste là en disant moi, je suis dispo si besoin en face. Alors, éventuellement, pour ce qui est de la plateforme Aurélie, c'est peut-être un truc dans lequel on va évoluer. C'est pas le plan actuel, parce que ça nécessite aussi une mise en place un peu plus, je dirais, sécurisée, etc. Donc c'est vraiment un modèle différent, mais on peut y réfléchir. Mais cette question, moi, elle m'amène une autre question, c'est que par rapport aux journées du LISA, j'ai cru entendre qu'on avait un petit souci en France avec la recherche clinique et on recrutait beaucoup moins de patients. Donc ça va dans le sens de cette question-là. Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vrai ? Est-ce qu'on a des soucis aujourd'hui pour recruter des patients ? Je dirais qu'on n'a pas un problème de recrutement de patients. Le problème, il est en amont sur l'attractivité générale du système français dans les essais cliniques
Et si tu me poses la question, c'est que tu me tends la perche sur un sujet très particulier, c'est on a un savoir-faire incroyable pour rendre des choses simples compliquées. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se décerner un titre de champion du monde, et à la vitesse à laquelle on va, il n'y a pas de doute, on sera champion du monde et olympique dans la complexité des contrôles dans tous les sens. Pourquoi en France, on met 6 mois à ouvrir un essai clinique alors qu'on met 2 mois à le faire en Belgique? Je ne sais pas, si ce n'est qu'ils sont peut-être plus pragmatiques que nous, comme le sont les Espagnols, comme le sont les Allemands, comme le sont les Néerlandais, comme le sont bientôt les Anglais. Je crois qu'on a développé au fil du temps une culture de la complexité qui confine à l'ubuesque, où tout le monde souhaite donner son avis, où tout le monde souhaite que sa petite modification à lui soit prise en charge à la hauteur de sa grande personne, et que du coup, il faut absolument répondre à sa commission, à lui, parce que sinon, c'est inimaginable que ces choses se fassent. Et il faut bien concevoir que tout ça ne repose pas derrière une armée de personnes capables de répondre à une armée de questions. Quand j'écris un protocole, je suis dans mon bureau, avec mon ordinateur, je suis aidé par un statisticien, par un attaché de recherche clinique, au mieux. Donc, plus on m'envoie de paperasserie à répondre, plus je mets du temps à répondre. Et vous pourrez me dire, mais c'est normal, parce que ça va améliorer les choses. Bien sûr que non. Ça n'améliorera rien du tout, si ce n'est que l'on aura fait un peu plus de paperasserie. Il y a des réglementations européennes qui sont là pour simplifier. Alors, de grâce, faisons comme les copains. On n'est pas plus bête que les Belges. On doit pouvoir mettre et ouvrir des essais cliniques en 2 mois pour un peu que chacun comprenne que sa chapelle n'est pas le centre du monde et que entre le médecin et le patient qui veut participer à un essai clinique, moins il y aura de complexité, plus vite on ira et que l'on ne gagnera rien, absolument rien, en termes de protection de l'individu, en termes de sécurité, en rajoutant des kilos de papier. Il faut en être convaincu et il faut admettre que dans les essais cliniques, en effet, il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des complexités. Le meilleur moyen de ne pas avancer, c'est de ne pas bouger. Et actuellement, nous avons un réel ralentissement de l'attractivité de la France dans ces domaines-là, qui va se traduire à terme par une attractivité des nouvelles molécules et qui peut nous amener à prendre énormément de retard dans un domaine qui est pourtant extrêmement dynamique et dans lequel nous ne sommes pas manchots, loin de là. Donc voilà, c'est un combat compliqué à mener et c'est difficile d'aller dans les détails là et je comprends bien qu'il y a un problème de temps. C'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile à expliquer dans des mots simples parce que voilà, moi j'y connais rien en mécanique et quand quelqu'un commence à me parler d'un moteur, au bout de 2 mots, je ne sais plus du tout de quoi il est en train de me parler, j'ai jamais rien compris à une bielle, à un machin, je suis très mauvais en mécanique. Mais je me dis que le gars qui m'explique, s'il est de bonne foi, a priori, je peux le croire, quoi. Donc peut-être qu'il y a besoin de confiance, de se dire que les médecins chercheurs ne sont pas des espèces de professeurs tournesol en train d'inventer des trucs pas possibles, voilà. Qu'il faut peut-être avoir confiance en ce que l'on pense, je veux dire dans notre formation, que voilà, dans notre application, dans notre connaissance du tissu et de l'écosystème, dans le fait, et je le redis, et c'est important, que nous ne gagnons pas 1 centime d'euro à mettre un patient dans un essai clinique, ni Nicolas, ni moi, ça ne va jamais dans ma poche. Je travaille pour le service public, donc ça va dans la poche de mon hôpital pour l'aider à avancer, mais pas dans la poche de Steven Le Gouil. Donc quand on propose quelque chose, c'est qu'on pense que c'est une avancée. Donc il faut nous faire confiance. Il faut que les autorités comprennent qu'elles ne se mettent pas en danger vital de faire des choses comme ça, et que c'est parce qu'on aura fait signer un papier 50 fois qu'on sera plus protégé. Voilà, c'est un vrai travail de fond à faire. Et là, j'en ai parlé avec Guy, et je sais que je suis long, mais je pense que vous avez une grande parole à apporter. Parce que moi, on me taxera toujours de vouloir être soit un savant fou, si tant est que je sois savant, soit complètement pourri avec les laboratoires pharmaceutiques, et je travaille avec les laboratoires pharmaceutiques, tout à fait, j'ai aucun problème avec ça, c'est sur ma feuille d'impôt quand je bosse avec eux. Et comme je travaille avec tout le monde, je n'ai de conflit d'intérêt avec personne. Mais il est important que vous aussi, je vois que vous aussi, vous avez des conflits d'intérêt, on a les mêmes, vous avez des liens, vous avez des discussions. Des liens d'intérêt. Des liens. J'ai pris conflit, c'est pas le bon mot, vous avez raison, des liens. Et je pense que votre parole à vous sera écoutée autrement. Parce qu'on ne peut pas vous taxer, entre guillemets, de vouloir avoir un intérêt quelconque. Ce que vous voulez, c'est que la science avance et que le traitement de votre maladie avance. Et vous n'avez pas envie d'engorger le médecin, que ce soit Nicolas ou moi, d'une tonne de papier. Vous n'avez pas envie que je passe 10 minutes à remplir un papier et 5 minutes à discuter avec vous. Actuellement, c'est exactement comme ça que ça se passe.
Donc voilà, si moi j'ai un message à vous porter, et Guy le sait, je pense que les associations de patients devraient être les fers de lance de la simplification administrative et de se dire, faites confiance aux médecins, ils savent a priori ce qu'ils font, ils ne sont pas en dehors de la sphère et à 10 mètres au-dessus du sol. C'est sur ce... C'est sur ce message qu'on va clore cette table ronde avec Guy. Merci. En tous les cas, merci messieurs pour vos interventions qui étaient claires, vos questions bien répondues. Et encore une fois, je le redis, si vous avez des questions à reposer aux deux docteurs ici présents, vous pouvez en profiter pendant la pause qui va durer 15 minutes. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a des lunch bags extra. Donc si certains d'entre vous veulent repartir avec, ou si vous connaissez des associations qui pourraient bénéficier de ces lunch bags, s'il vous plaît, prenez-les. Et j'ai un dernier message, alors un message personnel. Il y a une personne dans l'assistance qui fait un travail fantastique en région, dans la région du ça y est, j'ai oublié, La Roche-sur-Yon, qui est un transfuge de leucémie espoir, qui s'appelle Laura Belot, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc Laura, lève-toi. Elle n'est pas là, Laura. Joyeux anniversaire, Laura. Et merci pour tout le travail que tu fais à La Roche-sur-Yon. Bravo. Merci beaucoup. Merci.